Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le rapporteur général, Madame et Messieurs les rapporteurs thématiques, mes chers collègues. Ce projet de loi de financement de la sécurité sociale est particulier à bien des égards. C'est à la fois le dernier de la législature, alors j'aurais jamais, comme Jean-Pierre Door, l'honneur et la chance de faire 20 PLFSS, moi j'ai fait que 14 PLF. Il est ainsi le dernier de la législature et qui accompagne cette sortie de crise économique et sanitaire. Avec des conditions de travail, somme toute, assez particulières, ça a été dit tout à l'heure par Agnès Firmin-Lebaudot, par Valérie Six. Franchement, le droit d'amendement, mes chers collègues, il faut s'interroger quand 60% des amendements passent à la trappe. Moi, c'est un constat triste que je fais. D'ailleurs, c'est quelque chose qui, au fil du temps, s'aggrave. Donc, on doit réfléchir là-dessus. On ne pourra pas continuer de travailler ainsi. Et puis, on a réussi une première exceptionnelle, c'est-à-dire que l'audition des ministres a eu lieu après le dépôt des amendements en commission. Ça, c'est premier de cordée, ça n'avait jamais été fait encore, il faut toujours tenter. En tout cas, moi, j'aime bien avoir un éclairage sur un texte, et cet éclairage, me semble-t-il, il vient de l'audition des ministres. Gageons que pour l'avenir, nous saurons ensemble établir des relations de confiance de travail qui soient, me semble-t-il, plus solides. D'expérience, pourtant, les derniers exercices budgétaires, que ce soit en PLF ou PLFSS, qui précèdent une élection présidentielle, portent peu d'ambition et se limitent souvent à l'expédition des affaires courantes. Ce n'est pas le cas de ce PLFSS, qui contient des mesures nouvelles d'importance, consolidant des engagements des années précédentes. Alors que la pandémie n'est pas terminée, et les chiffres de ce matin nous le rappellent, que l'incertitude demeure, et que hier, sagement, on a réussi à se donner les clés pour pouvoir justement lutter contre cette pandémie, il est nécessaire de souligner les points positifs du texte, en appelant également l'attention du gouvernement, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, sur certains sujets qui nous semblent majeurs et insuffisamment traités. Du point de vue purement financier, Olivier Dussopt l'a très bien dit, ce PLFSS poursuit la trajectoire de l'an dernier, à la suite des accords des Ségur de la santé, avec 2 milliards de valorisation, c'est historique, une reconnaissance qu'on n'avait jamais vue, donc chacun aussi doit faire le ménage devant sa porte. Et avec Madame la Ministre, notamment sur l'autonomie, je sais que c'est un combat que vous conduisez depuis de longues années. Vous dire aussi que le médico-social, qui avait été oublié, et qui avait d'ailleurs exprimé sa légitime déception, eh bien, l'oubli a été, ça y est, cette fois colmaté, puisqu'il y a la revalorisation à hauteur des 770 millions d'euros. Quand on regarde l'Ondam, Jean-Pierre Door connaît ça par cœur, quand on regarde celui qu'on a connu entre 2012 et 2017, les chiffres que nous avons là de 2,6% ou de 3,8% en fonction des critères montrent qu'il y a un véritable effort à la clé. Et d'ailleurs, ces Ondam, qui étaient ces années précédentes, uniquement là pour corriger à la marge les dépenses de santé, faisaient qu'on a fragilisé notre système de santé et on a mesuré pleine face l'année dernière ce que c'était qu'un système de santé fragilisé. Je profite donc de cette occasion pour rappeler l'absolue nécessité de réformer les outils de contrôle budgétaire de la sécurité sociale, notamment le déploiement de la dépense dans les territoires. Les lacunes de l'Ondam ont été identifiées et l'HCAM, le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, a fait des propositions pour l'améliorer. Je pense qu'il faut suivre ces propositions. Donc, dans un contexte très défavorable, notre système de santé a tenu, avec des personnels. C'est cela qu'il faut remercier parce qu'ils ont toujours été présents. Les efforts financiers sont considérables. Il n'en demeure pas moins que nos comptes sociaux, vous l'avez dit, Olivier Dussopt, sont maintenant à 22 milliards d'euros de déficit. Certes, c'est un peu moins que prévu, mais pour autant, c'est un déficit structurel. Et on sait tous que si on veut résorber ce déficit structurel, il faudra des réformes courageuses à faire dans les prochaines années. Et ça sera pour le prochain quinquennat. Des avancées qu'il faut souligner, la prise en charge intégrale de la contraception pour les femmes de moins de 25 ans, le cadre financier juridique pour la télésurveillance médicale, on a oublié la télémédecine balbutiante et la télémédecine maintenant efficace, le remboursement des consultations pour les psychologues libéraux, on a des grands besoins, qu'il y a un cadre, le renforcement de l'accès aux soins visuels pour la montée en charge des compétences des orthoptistes, pour une fois au moins un item positif pour le problème de l'accès aux soins, et puis les diverses mesures de simplification à destination des travailleurs indépendants, et vous en avez parlé. Le défi démographique devant nous, du vieillissement, c'est aussi une richesse, mais aussi un challenge considérable auquel il faut naturellement se confronter. Et ce tarif plancher national de 22 € va dans le bon sens, Madame la Ministre. Si la loi tant attendue n'est pas là, pour autant, il y a un début de cadre financier. Soulignons-le, parce que moi j'ai connu des années où il y avait un cadre sans rien, un cadre vide. Là, il y a au moins un cadre avec des dépenses. Certes, Jean-Pierre Door a bien expliqué d'où venaient ces nouvelles ressources, mais pourtant ce cadre est là.
Et donc, cette rémunération des salariés du secteur de l'aide à domicile est un enjeu très fort. On sait qu'ils sont très mal payés. Il faudra simplement veiller, mais vous l'avez dit tout à l'heure, Madame la Ministre, à ce que dans le cadre de ces 22 €, ce ne soit pas uniquement les associations mandataires, mais également le salarié avec sa feuille de paye en bas à droite, qu'on puisse y avoir une traduction positive. Nous le savons tous, la politique de l'autonomie repose sur l'État, sur les départements, cette bicéphalité qui doivent agir de concert pour faire de cette politique publique une véritable réussite, avec à la clé des besoins toujours grandissants et avec des emplois non délocalisables dont nous avons tant besoin. Donc l'amendement qui est porté par le gouvernement, par la majorité, qui propose une dotation complémentaire à la contractualisation entre départements et services à domicile va dans le bon sens, puisqu'elle s'adaptera aux besoins spécifiques des territoires, et naturellement, nous vous soutiendrons sur ce chemin. Ce PLFSS n'est sans doute pas le meilleur véhicule pour porter des réformes structurelles. Il y a eu ce débat sur les retraites, nous l'aurons l'année prochaine, j'imagine. Je regrette quand même que certains sujets n'aient pas pu être abordés. La question de l'accès aux soins et de la lutte contre la désertification médicale n'est quasiment pas abordée, si ce n'est pour la filière visuelle. Je le regrette profondément. Olivier Véran n'est pas là, mais il faut absolument qu'on aille sur l'assouplissement du parcours de soins. On a bien vu que la montée en compétences, c'est le chemin. Ceux qui vous disent qu'on va former des dizaines de milliers de médecins dans les 5 ans qui viennent vous racontent des histoires. Le seul chemin qu'on peut emprunter, c'est la montée en compétence des professions, comme on l'a fait d'ailleurs très bien sur les sages-femmes, comme on l'a fait sur les autopsistes, comme on a donné la possibilité pour les kinésithérapeutes. Ce sont des chemins qu'il faut prendre, sinon nous n'y arriverons pas, car le nombre d'heures médicales disponibles est plus faible que celui que nous connaissions il y a 40 ans. Pourquoi ? Parce qu'il y a 15 millions d'habitants en plus et qu'il y a plus de besoins. Et le rapporteur général le sait parfaitement, puisque je crois que sur ces questions-là, il n'y a pas beaucoup de différence entre nous. Simplement, la coordination des soins doit toujours être assurée, et c'est un point d'accord entre nous également. Sur cette question, il n'y a pas de recette miracle, je le disais à l'instant. Mais alors là, les règles de recevabilité, toujours plus strictes, eh bien, manifestement, se sont opposées à nous. Donc on ne peut rien faire, on ne peut rien dire, et on attend. Eh bien non, on ne peut pas ne rien faire, ne rien dire et attendre. Il faut agir. Alors je regrette, par exemple, notre collègue Stéphanie Rist avait fait des propositions intéressantes qui ont été à moitié décortiquées, et c'est dommage. Sur la PADU, par exemple, qu'on a assoupli. Avant, avec la PADU, c'était 3 ans qu'on devait au service public. On est passé à 2. Mais il fallait simplement donner des exigences en disant si la PADU permet, par la VAE, comme chacun sait, à des professionnels étrangers qui n'ont pas un diplôme européen d'être reconnus comme compétents, ils pouvaient exercer dans le secteur privé et on les projetait sur les territoires, avec des conventionnements à la clé. Pourquoi ne les fait-on pas ? Parce que les parlementaires ne peuvent pas déposer d'amendement. Eh bien, quand nos concitoyens voient tout ça, je peux vous assurer, ils doivent se demander à quoi on sert. Par ailleurs, si les tests réglementaires relatifs à la labellisation des hôpitaux de proximité ont été publiés au printemps dernier, la déclinaison locale peine à se traduire dans les faits. Et pourtant, hôpitaux de proximité avec la labellisation et avec les services identifiés, c'est le gage d'un financement pérenne. Vous êtes venue, Madame la Ministre, à Châteaudun, vous avez pu voir ce que c'est que les hôpitaux de proximité, vous avez pu voir combien la communauté médicale était mobilisée et combien les attentes étaient fortes, et qu'entre la décision parisienne et l'application locale, il y a ce chemin qu'il faut parcourir le plus vite possible. À la fin du mois dernier, le 5e plan relatif aux soins palliatifs a été lancé. Il porte l'ambition de parvenir à pourvoir tous les territoires d'un service de soins d'ici 2024. Il y a un financement de 170 millions d'euros à la clé. Je déplore quand même que cette ambition n'ait pas été portée avec un véritable article ad hoc. L'année dernière, il y a eu des engagements qui ont été pris. Ça permettait de donner une perspective dans ces 27 départements dans lesquels il n'y a pas d'équipe fixe. C'est le cas chez moi. Quand on est confronté à ce genre de sujet, après on s'étonne qu'il y a des gens qui veulent aller plus loin sur la fin de vie. Mais apportons une réponse. Il y a une réponse financière. Il faut apporter une réponse territoriale et la formaliser, la finaliser. Je voudrais également avoir un mot pour les ambulanciers qui ont été très sollicités pendant cette crise sanitaire. On connaît leurs revendications, avoir la possibilité de changer de catégorie. Pour eux, il y a des sujets de formation qu'il faut aborder. Un mot sur la réforme des urgences, car cette réforme des urgences va se mettre en place, et Thomas Mesnier sait ça parfaitement, au 1er janvier 2022, avec un vrai sujet. C'est celui de la tarification différentielle en fonction de l'âge des patients. Entre un patient qui a 4 ans et un patient qui a 50 ans, la tarification différentielle est de 40% pour les actes de médecine, de 40% pour la biologie. Ça veut dire qu'il y a des services d'urgence pédiatrique qui se retrouveront en difficulté, je vous le dis aujourd'hui. Donc il n'est pas trop tard pour revoir la copie, et vous le savez très bien, puisque des demandes ont été faites en ce sens-là au ministère de la Santé pour qu'on revoie les choses. Franchement, je suis prêt à m'adresser, à vous donner un document. Mon cher Thomas Mesnier, vous qui êtes un urgentiste qui connaît bien ces questions-là, franchement, les urgences pédiatriques, il y a question.
Je vais enfin compléter mon propos en abordant la question de la politique du médicament. Pendant de longues années, elle a été avec l'hôpital la variable d'ajustement du PLFSS. On cherchait un peu d'argent, donc on enlevait 1,5 milliard chaque année. C'était facile, c'était gilet de G2, G3, G4, chaque année un peu d'argent, et au bout d'un moment, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé une chose simple, c'est la dépendance totale de l'industrie pharmaceutique par rapport à tout ce qui se produit dans le monde. Et on a pu le voir pour les curares, on a pu le voir pour des spécialités, on a pu le voir pour ce nombre de médicaments sur lesquels nous sommes en rupture, plus de 2500 ruptures. Alors donc, il n'y a pas 36 solutions. Il faut donc inverser cette pyramide. Donc il y a des avancées très fortes dans ce PLFSS, je tiens à le dire. Il faut réarmer l'outil pharmaceutique. Le président de la République a parlé de 4 milliards d'euros qui devraient, normalement, dans les investissements d'avenir, accompagner cette filière. Mais l'article sur l'empreinte industrielle me laisse un peu dubitatif. On parle d'empreinte industrielle. Il faudrait bien qu'on explique. Peut-être le ministre pourra-t-il nous expliquer ce qu'il y a derrière le mot empreinte industrielle. Pas persuadé que ça suffise pour faire du véritable insourcing. Et pour pas qu'on soit comme pour les vaccins, lorsque le président de la République est venu dans mon département en Eure-et-Loire pour lancer l'usine Pfizer, qu'on soit uniquement des conditionneurs, mais qu'on soit aussi des fabricants. Parce qu'il y a l'innovation, il y a de la recherche, il y a de l'enseignement supérieur, il y a cette capacité de la France à rayonner dans le monde comme nous l'avons toujours eu. La clause de sauvegarde pour les médicaments nous interroge également, puisque le montant proposé à 24,5 milliards d'euros est un niveau trop faible au regard de ce que l'on peut constater pour 2021. Je crois savoir qu'à l'heure où nous sommes, nous avons déjà dépassé l'enveloppe. Et depuis 10 ans, il y a un écart significatif entre les montants votés par le Parlement et les montants constatés. Je pense qu'il serait pertinent une réévaluation de cette clause une fois connus les montants de remise et de la clause de sauvegarde de l'année précédente. Ces éléments peuvent nous interroger dans un contexte mondial ultra concurrentiel où le marché français se distingue par une faible croissance du chiffre d'affaires pharmaceutique. Tout le monde s'accorde à dire qu'il est indispensable de réarmer cette industrie pharmaceutique, la rendre à nouveau attractive pour sécuriser, je dis bien sécuriser, les besoins de notre système de santé. Alors, Monsieur le ministre, je voudrais que vous nous expliquiez tout à l'heure comment cette clause de sauvegarde a-t-elle été élaborée, sachant que pour cette année 2021, elle est déjà dépassée. Vous l'aurez compris, notre groupe qui souligne des avancées très fortes de ce PLFSS, je ne reviendrai pas, c'est Ondam qui est à la clé, c'est évidemment ce financement de l'ensemble des personnels que nous sanctuarisons, mais il y a également des trous dans la raquette, donc nous porterons un message avec exigence. Parce que c'est notre responsabilité de parlementaires, c'est la responsabilité des dirigeants, de faire en sorte d'apporter des réponses sur tous les sujets qui sont devant nous. La politique de l'accès aux soins faisait partie de la deuxième priorité des Français après le pouvoir d'achat dans une étude sortie par l'IFOP la semaine dernière, que nous ayons tous cela en tête. Je regrette qu'on n'apporte pas des réponses suffisantes et j'espère que dans le débat parlementaire, cela nous permettra de corriger quelques carences. En tout cas, le groupe des démocrates vous soutiendra et sera vigilant et attentif et attendra naturellement que vous preniez en compte les propositions que nous allons faire. Je vous remercie.